Bonsoir Eva Joly. Bonsoir. Alors vous êtes donc députée européenne, Europe Écologie Les Verts, depuis 2009. Vous êtes franco-norvégienne. Vous avez été dans une autre vie juge d'instruction au pôle financier de Paris. Vous avez notamment enquêté sur les affaires Bernard Tapie, Crédit Lyonnais, dans l'affaire Elf ou encore dans l'affaire des frégates de Taïwan. Et puis vous avez aussi été candidate à la présidentielle en France en 2012 pour les écologistes. Et vous aviez recueilli environ 830 000 voix. Alors on va parler d'Europe, de fiscalité, des paradis fiscaux, encore d'optimisation fiscale, d'un système en fait que vous dénoncez dans ce livre et qui s'incarne dans la personne de Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission. C'est la thèse de ce livre, donc signé avec la journaliste Guy Medfort, Le loup dans la bergerie, aux éditions Les Arènes, sous-titré Jean-Claude Juncker, l'homme des paradis fiscaux placé à la tête de l'Europe. Alors vous frappez fort dès l'avant-propos du livre, puisque vous écrivez « Un homme, donc c'est Jean-Claude Juncker, incarne la trahison des idéaux européens, la trahison des clercs qui nous gouvernent ». Quelle serait la trahison commise par Jean-Claude Juncker? Mais l'idée européenne, c'était aussi l'idée d'une Europe solidaire, d'une Europe sociale qui assure la paix, mais aussi le bien-être des citoyens. Et ce que nous voyons depuis quelques décennies, c'est que la priorité est donnée aux multinationales, elle est donnée à l'argent plutôt qu'aux citoyens. Il y a des exemples récents. Vous savez que Jean-Claude Juncker vient d'autoriser de renouveler le glyphosate, qui est un perturbateur endocrinien et qui est dangereux, qui est cancérigène. Et cela malgré l'interdiction faite par la Cour européenne. Mais il ne l'a pas autorisé tout seul, il n'a pas ce pouvoir. Non, mais bon, il dirige la Commission, n'est-ce pas? Et donc c'est surtout le manque qu'on lui reproche, le fait qu'il ne régule pas. Et là, c'est un exemple. On voit, ça ne plaît pas à l'industrie chimique. C'est dangereux pour les citoyens, mais on ne touche pas à l'industrie chimique. Ouais. Alors dans ce livre, vous parlez beaucoup du Luxembourg, de Jean-Claude Juncker, et vous dites par exemple dans un chapitre du livre, vous accusez le Luxembourg de bloquer l'Europe pour protéger les intérêts du Grand-Duché. C'est évidemment assez fort comme accusation, ce qui voudrait dire que le Luxembourg s'enrichit d'une certaine manière sur le dos de ses partenaires européens? C'est exactement ça. Aujourd'hui, le Luxembourg est le pays le plus riche au monde. Leur PIB par habitant est de 110 000 $. Pour prendre un exemple, la France, c'est 55 000. La Norvège, c'est 100 000. Et donc, c'est le pays le plus riche. À la sortie de la guerre, c'était un pays très pauvre. Et cette richesse, elle est construite en très grande partie sur le vol de recettes fiscales d'autres pays. Le Luxembourg vend sa souveraineté à des multinationales. Elle dit « Viens chez moi, tu as un accord spécifique et tu ne payeras pas d'impôts en France, en Allemagne, aux États-Unis. » Et donc c'est un abus, Et nous savons qu'elle bloque, mais elle n'est pas tout seule. Elle bloque avec les Pays-Bas et l'Irlande tout changement de ce système. Donc on pourrait dire, vous dites que le Luxembourg est un paradis fiscal avec la complicité de certains autres pays européens. Oui, parce que ce n'est pas le seul paradis fiscal en Europe, malheureusement. Mais d'une certaine façon, c'est le plus grave. Parce que leur modèle de développement est basé sur ces recettes fiscales qu'ils captent indûment. Le Pays-Bas ou l'Angleterre, ils ont une vraie industrie à côté, alors que le Luxembourg, ils n'ont que ça. Alors le Luxembourg, justement, Jean-Claude Juncker, il se défend, il dit, écoutez, avant on avait la sidérurgie chez nous, puis il n'y avait plus de sidérurgie, donc j'ai bien dû, il était au pouvoir, il était au Premier ministre pratiquement dans 20 ans du Luxembourg, il a dit, j'ai dû trouver une autre solution pour garantir la richesse de mes concitoyens. On peut le comprendre aussi d'une certaine manière. Ça c'est vrai, c'est vrai que c'est tout à fait bénéfique pour le Luxembourg. Vous savez que les retraites sont à 90% des derniers salaires, la sécurité sociale vous couvre magnifiquement, il fait bon être luxembourgeois. Mais il faut bien se rendre compte que c'est exactement les mêmes arguments qu'utilisent les cultivateurs d'opium en Afghanistan. Ils disent « nous n'avons pas d'autre solution que de cultiver l'opium parce que rien d'autre ne pousse. Rien d'autre n'est aussi pratique que l'opium. » Donc, ce n'est pas admis, normalement, qu'on peut faire de la délinquance parce que ça vous arrange. Alors, on a beaucoup parlé d'optimisation fiscale en parlant du Luxembourg. Ça, c'est le mot gentil. C'est évidemment le Luxembourg et Jean-Claude Juncker. Ils n'ont qu'un mot à la bouche. Ils disent que c'est légal. Tout ce qui se fait au Luxembourg est légal. Mais ce n'est pas faux, d'une certaine manière.
En tout cas, jusqu'à maintenant, ils s'en sont tirés comme ça. Ouais. Je pense que depuis LuxLeaks, depuis que le monde entier voit... Alors, je rappelle simplement pour ceux qui nous regardent aux quatre coins du monde, LuxLeaks, c'est justement ça, c'est ces révélations qui ont été faites sur les accords, ce qu'on appelle les tax rulings, entre le Grand-Duché de Luxembourg et ses entreprises pour dire, venez déclarer en fait vos intérêts chez nous et ils seront très peu taxés. Donc finalement, c'est des entreprises qui payent très peu d'impôts. En réalité, tout le monde connaissait, savait ce qui faisait le Luxembourg, mais c'était caché, c'était occulte. Et un jeune homme, Antoine Deltour, qui était stagiaire chez PricewaterhouseCoopers, a copié des tax rulings dans les banques de données avant de partir parce qu'il était très indigné. Et, alors justement, ce Antoine Deltour, il est en procès en ce moment. Son procès reprend mardi prochain. Voilà, le procès reprend mardi prochain. C'est lui qui est accusé en fait. Et il est accusé de vol. Et il risque 10 années pour violation du secret professionnel et vol de documents. Lui et le journaliste qui a publié, Edouard Perrin, ils sont donc dans le box d'accusés, alors que les entreprises qui ont bénéficié de ce système, qui n'ont pas payé leurs impôts en France, eux, il leur arrive rien. Et évidemment, là, il y a un sentiment d'injustice très fort. Mais Eva Joly, le secret bancaire, il recule en Europe parce qu'on lit ça dans les journaux qu'il y a des progrès qui ont été faits. Les banques, par exemple, doivent donner des informations, ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations sur les détenteurs de comptes à l'étranger. C'est quand même des progrès. C'est des progrès et ceux-là se sont faits sous l'égide de l'OCDE qui a impulsé une vraie réforme. L'Organisation de coopération et de développement économique. C'est ça, voilà. C'est l'organisation des pays riches. Mais souvent, on a l'impression que tout cela est fait pour que rien ne change. C'est un peu comme le guépard, vous savez. Tout changer pour ne rien changer. Tout changer pour rien changer. Parce qu'on observe que depuis LuxLeaks, le chiffre d'affaires de PricewaterhouseCoopers a encore augmenté. Les montants qui transitent pour les paradis fiscaux, c'est une courbe comme ça. Donc, le recours à ces structures augmente. Et d'ailleurs, nous avons appris pendant le procès que LuxLeaks a fait de la publicité pour PricewaterhouseCoopers et d'autres entreprises sont venues demander à bénéficier du même régime. Si Antoine Deltour devait être condamné par la justice luxembourgeoise, quelle serait votre réaction? Si vous voulez, je pense que si Antoine Deltour est condamné, ça créerait une crise en Europe. Je pense que nous sommes nombreux à ne pas l'accepter. C'est le monde à l'envers, c'est l'inversion des valeurs. Parce qu'il faut bien comprendre que cette fraude fiscale universelle que nous trouvons ici pour les grandes entreprises et que nous trouvons dans les Panama Papers pour les individus, nous avons là le schéma du 1% qui détient la moitié des biens de cette terre alors que les inégalités se creusent. Donc ce système-là, il participe à l'injustice du monde. Et c'est pourquoi il va falloir que nous mettons fin. Alors, on parle des lanceurs d'alerte, on pourrait parler aussi des journalistes d'investigation. Bien sûr. Et on peut saluer, je dirais, leur travail. Mais que font les politiques? Vous êtes députée européenne. Que fait le Parlement européen face à des situations pareilles? Alors, lorsque cette situation a éclaté en novembre 2014, il y a eu un dépôt de motion de censure contre cette commission. Elle n'avait aucune chance d'aboutir parce qu'il y a une grande coalition au sein de l'Union européenne entre la droite et les socialistes qui protègent Juncker. Et ça, il faut lire mon livre pour le comprendre. Alors nous, les Verts, nous avons décidé que c'était une ouverture et qu'il fallait garder la porte ouverte pour essayer de régler le problème LuxLeaks. Et nous avons créé une commission d'enquête et cette commission propose des mesures qui mettront fin à cette injustice. Et on peut le trouver. Mais cette commission d'enquête, elle n'a pas été acceptée puisque c'est devenu une commission spéciale qui n'a pas les mêmes droits, les mêmes pouvoirs. Absolument. Et donc là, on a vu l'habilité de ceux qui protégeaient Juncker de nous couper les ailes. Mais d'une certaine façon, on les a contournés quand même parce qu'il y a des membres vraiment de très grande qualité dans cette commission. Et je veux saluer ici Sven Giegold, mon collègue vert allemand, et Alain Lamassoure, député français conservateur, qui sont réellement à fond engagés et nous avons établi beaucoup de choses. Et depuis les Panama Papers,
nous avons obtenu de faire une commission d'enquête, une vraie commission d'enquête. Et donc le Parlement fait ce qu'il peut. Et il y a une majorité au Parlement pour mettre fin au système qui est transpartisane, et je dirais malgré la Commission. Parce que ce qui est déplorable, c'est que le commissaire français qui devrait lutter contre Jean-Claude Juncker sur les paradis fiscaux... On peut dire son nom, c'est Pierre Moscovici. Absolument. Donc Pierre Moscovici, il est très, très modéré. Il prend le parti de Jean-Claude Juncker. C'est un euphémisme, je suis très poli aujourd'hui. Alors, Eva Joly, Jean-Claude Juncker, c'est aussi un excellent communicant. Il a apporté un nouveau style à la Commission européenne. C'est ça, il est très sympathique. Il y a des vidéos qu'il faut voir où il embrasse tout le monde. Il tape sur l'épaule on le voit là, derrière vous. Il tape sur l'épaule d'Orban, il dit « Salut, dictateur », par exemple. Donc ça le rend sympathique. Ça le rend sympathique dans un univers très fade. Et il faut le comparer à Donald Tusk, par exemple, qui est... Le Polonais qui est président du Conseil européen. Voilà, exactement, qui est président du Conseil. Il nous reste très peu de temps. En un mot, la lutte contre la fraude fiscale, vous qui êtes députée européenne, qui vous êtes heurté à cela quand vous étiez juge d'instruction, c'est un combat perdu d'avance ou pas du tout? Ça fait 22 ans que je combats les paradis fiscaux. Je n'ai jamais rien fait d'autre. Je suis devenue femme politique pour essayer de changer les règles. Et je peux vous dire que nous allons y arriver. Merci Eva Joly. Je renvoie les téléspectateurs à votre livre « Le loup dans la bergerie ». Donc Jean-Claude Juncker, l'homme des paradis fiscaux placé à la tête de l'Europe, c'est aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes. Merci.